mesdames Georgette Zamblé, docteur Georgette Zamblé et Emeraude Diolo. Voilà, merci d'être avec nous. Hein, nous sommes très heureux de vous recevoir. Aujourd'hui, on parle du 8 mars. Je sais que le 8 mars, c'est une journée que les femmes aussi attendent pour se poser et surtout se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Je commence avec docteur Georgette Zamblé. Oui, le 8 mars, comme le nom l'indique, c'est la journée internationale des droits des femmes. Oui. Donc, naturellement, le 8 mars, nous nous attendons à ce que les acquis soient présentés, que les défis également soient présentés et qu'ensemble, on puisse se donner une feuille de route pour pouvoir accélérer et améliorer ce qui reste à faire. Bien sûr. Docteur a déjà commencé. Hein? Elle a déjà commencé. Madame Emeraude Diolo, pareil pour vous, c'est le moment de s'asseoir et de réfléchir. Oui, effectivement, pour moi, le 8 mars représente une journée où les femmes doivent s'asseoir principalement avec les autorités, les institutions, les décideurs pour parler de leurs droits, pour parler de ce qui a été fait et pour parler de ce qui reste à faire. C'est le principal pour moi. C'est le principal. Mais je pense que c'est le lieu aussi, docteur Zamblé, d'interpeller tout un chacun que c'est une célébration. Ce n'est pas la fête des mères, comme l'a dit tout à l'heure la ministre Euphrasie Yao. Ce n'est pas la fête des mères, c'est la fête en fait, la célébration des droits de la femme. Une commémoration, merci de pour cette journée. Oui. Et donc, c'est ce qu'il faut faire comprendre, bien sûr, à toutes les populations. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Hein. Il y a effectivement beaucoup d'amalgames, des confusions avec tout ce qui est plutôt festif. Et puis, finalement, ce qu'on retient, c'est le festif, alors qu'il faut bien aller au-delà de ce festif. On n'est pas en train de fêter quoi que ce soit, on est en train de voir comment on avance. Oui. Parce que les droits des femmes, il n'y a plus de raison qu'on traîne avec la concrétisation des droits des femmes. Et il faut déjà qu'on se dise, ce sont des personnes humaines, elles ont des droits. Et parce que ce n'est pas toujours que les gens le comprennent. Plusieurs personnes, quand on dit droits des femmes, oui, mais qu'est-ce qu'elles veulent? Comment les femmes, qu'est-ce qu'elles ont à revendiquer et tout? Oui, mais les femmes ont des droits. Oui. Et donc déjà, il faut que ça se soit intégré par tout le monde. Et puis commémorer, ce n'est pas que les femmes qui s'assoient entre elles pour commémorer, c'est toute la communauté, les femmes et les hommes ensemble, qui s'assoient et qui regardent ce qui est fait, ce qui reste à faire. On ne va pas toujours se contenter de « oui, il y a eu des avancées, donc prenez ça comme ça ». Oui. Non, non, non. Il faut qu'on se dise « oui, avancer certes, mais avancer comment ?» Et puis, qu'est-ce qui reste à faire? Il y a beaucoup de choses à faire encore et je suis sûr que si on se met ensemble avec la bonne volonté, on va y arriver. Avec vous, bien sûr, on va parler de ces droits-là. C'est vrai qu'on dit les droits, d'aucuns se posent beaucoup de questions, mais c'est quoi ces droits-là exactement? Vous, en tant que femme, pour vous, quels sont ces droits-là? Alors, pour nous, les droits des femmes, c'est les mêmes droits qu'ont les hommes. Oui. Nous avons droit à l'éducation. Bien sûr. Nous avons droit à l'emploi. Voilà d'ailleurs la Constitution de novembre 2016 a consacré la parité au plan de l'emploi, hommes et femmes. Oui, au respect du genre. Voilà. C'est-à-dire que les femmes doivent pouvoir bénéficier des opportunités, doivent avoir accès à toutes les opportunités qui existent. Oui. Voilà, pour pouvoir aussi... s'exprimer, s'affirmer. Voilà, c'est ça. Si elle parle de droit, comprenez, elle est juriste. Hein, donc, on aura des lois ici. On aura des lois ici et tout. Alors, le thème de cette année met l'accent sur l'égalité et surtout l'éradication de la pauvreté et investir dans le futur des femmes. Docteur, quelle compréhension avez-vous, bien sûr, de ce thème? Ça fait beaucoup quand même. Hein. Non, je trouve que... plusieurs questions sont évoquées. Cela suppose que ça fait partie des priorités nationales. Bien sûr. Parce que le thème au niveau international parle de l'accélérer. Si la Côte d'Ivoire décide d'accélérer sur certains points, ce que je note dans le thème national, c'est que d'abord, on parle de ensemble. Cela suppose que si on fait ensemble, que tout le monde doit être mobilisé autour de ces priorités, femmes et hommes.
Et donc, c'est l'occasion pour moi de mettre ici l'accent sur ce que nous appelons la masculinité positive. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas de femmes qui se battent pour les femmes, mais de toute l'humanité, de tout le monde qui comprend que ce n'est pas normal qu'il y ait un déséquilibre. Donc, j'aime bien le ensemble qui est dans cette thématique. Après, le thème parle de lutte contre la pauvreté des femmes. Cela veut dire que c'est une priorité. Et pour moi, aujourd'hui, il y a nécessité de travailler sur qu'est-ce qui fait que la pauvreté des femmes persiste. Qu'est-ce qui fait que jusque-là, la société et tout le monde ne travaillent pas de façon concertée pour que les femmes deviennent plutôt créatrices de richesses et qu'elles sortent de cette précarité? L'autre chose, on parle des institutions. Ça suppose qu'il faut savoir quelles sont les institutions à renforcer et quelles sont les faiblesses, quels sont les défis de ces institutions. Et puis, enfin, je crois qu'il y a un troisième point. Oui, investir dans le futur. Il parle d'investir dans le futur. Des femmes, oui. Ce qui est important de relever, c'est que cela nous emmène à se dire, on est en train de regarder pas seulement la condition des femmes, mais la situation des femmes. Oui. Parce que la condition veut dire qu'on répond à des besoins pratiques à court terme. Tandis que quand on parle du futur des femmes, il y a quelque chose à faire pour que la situation soit améliorée, parce que la situation nous emmène plutôt dans le long terme. Et la situation des femmes nous emmène à comprendre qu'au-delà des petits gestes, des petits kits qu'on peut distribuer comme ça à des femmes, il y a nécessité de faire de telle sorte qu'elles deviennent de vraies actrices de développement et qu'elles aient leur place dans l'espace public et qu'elles occupent des rôles de leadership, qu'elles exercent ce leadership à tous les niveaux et que vraiment qu'on ne soit plus juste en train de dire on leur a fait tel don, on a fait ceci. Les femmes ne peuvent pas devenir ce qu'on souhaite en restant simplement dans une logique de charité. Bien sûr. Vous l'avez tellement si bien dit. Pour vous, ce thème, il est donc approprié. Absolument. Il est d'actualité. Oui. Madame Diolo, vous êtes d'avis avec Dr Zamblé. Quand on parle aujourd'hui de féminisation de la pauvreté, il faut donc accélérer les choses, il faut donc investir dans le futur des femmes. Oui, bien sûr. Et du point de vue de la pauvreté, par exemple, vous savez, la population féminine représente au moins la moitié de la population ivoirienne. Oui. Alors, est-ce que l'État peut se satisfaire de laisser près de la moitié de la population dans la pauvreté? Quand on regarde le pourcentage général de la pauvreté en Côte d'Ivoire, les femmes représentent à peu près 40%. Donc, investir dans les femmes pour qu'elles sortent de la pauvreté, c'est une question de développement. Bien sûr. C'est une question de développement. Et je voudrais dire que quand on parle d'autonomisation de la femme, il faut qu'on regarde un peu plus profondément. Parce que, bon, on a l'habitude de voir, par exemple, on donne des fonds aux femmes, ou bien on leur donne des kits. Zamblé l'a dit, on fait des dons. Voilà, on leur donne des kits. Et puis on dit, non, on a autonomisé les femmes. Mais non, quand une femme est autonomisée, ça veut dire qu'elle a le pouvoir de décision. Cette femme à qui vous donnez des kits, peut-être pour faire de la loco ou bien une AGR, par exemple. Après, quand elle s'en va, la réalité des foyers, je prends un foyer où l'homme est un homme hyper autoritaire. Quand elle finit ses activités, elle lui remet l'argent. Elle n'a même pas le pouvoir de décider de développer son activité, de décider d'investir où elle veut investir son argent. Elle n'est pas autonome. Elle n'est pas autonome. Alors, les fonds que nous donnons aux femmes, il faut que ça soit accompagné de formation et que la femme atteigne la prise de décision, c'est-à-dire qu'elle peut décider elle-même de ce qu'elle fait avec son argent. C'est un des éléments qui peut la faire sortir de la pauvreté. On sait que depuis 47 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup à faire et tout. Alors, on va poursuivre nos échanges. Mesdames, on va revenir un peu sur les droits. C'est vrai que Mme Emeraude Diolo avait commencé à le dire. On a parlé du droit à l'éducation. Docteur, il y a d'autres droits aussi qu'il faut mettre sur la table. Oui, j'aimerais revenir effectivement sur la question des violences faites aux femmes et aux filles. Oui. Et les femmes ont le droit de vivre en toute quiétude. Les filles ont le droit de vivre dans un environnement sécurisé. Et vous allez voir que c'est même une des causes
de la persistance de la pauvreté. Donc, en termes de droits, lorsqu'on est en train de dire qu'on a le droit d'être sécurisé, que les gens arrêtent de banaliser les violences qui sont subies par les femmes et qu'on dise, bon, avançons, on est africain. Quand on dit qu'il y a un aspect psychologique qu'il faut prendre en compte, ah non, 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 on n'a pas l'argent pour ça, on n'a pas de moyens pour aller dans ces choses de blanc. Non, ce n'est pas des choses de blanc, c'est des choses d'humain. Oui, ce sont des choses qui persistent. Hein, voilà, ce sont des choses qui persistent malheureusement et qui sont à la base de beaucoup de retards. Oui. Il y a comme ça plusieurs aspects, notamment le droit d'avoir accès à certains services sociaux de base, le droit d'avoir facilement accès à ces services sociaux de base là, que les femmes n'ont pas, le droit au crédit, par exemple. Aujourd'hui, quand on parle de pauvreté des femmes, oui, elles vont être pauvres parce que jusque-là, c'est vrai qu'elles restent dans de petits fonds, on est dans des petites choses, on est dans des petites activités génératrices de revenus. L'heure vient aujourd'hui où on doit penser à comment elles peuvent avoir accès à du vrai crédit, à de vrais financements. Ça aussi, c'est un droit que les femmes doivent exercer. Globalement, il y a le droit d'avoir accès aux ressources et aux opportunités, qui est un droit qu'on ne peut même pas discuter. Il y a également un droit que je trouve important, oui. C'est le droit d'avoir le contrôle de son corps, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du foyer. Oui. Ce droit-là, de savoir à quel moment je peux faire un enfant, à quel moment mon corps, qu'est-ce que j'en fais? Mon corps, ce n'est pas les autres qui doivent décider de ce que mon corps doit devenir, de ce que je veux faire avec mon corps. Oui, elle a été victime de violences parce qu'elle était habillée de telle manière, mais enfin, j'ai le droit de m'habiller librement. Oui. Les femmes n'abusent pas des hommes parce qu'ils sont habillés d'une certaine manière. Donc, ce droit-là d'avoir le contrôle sur son propre corps, c'est important. Le droit également de prendre ses décisions. Des décisions qui concernent sa propre vie. Parce que pour décider que je veux faire telle chose, il faut que j'ai d'abord l'aval de tel, il faut que j'ai l'autorisation de ci. Ce n'est pas encore totalement acquis. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir. Et il y a effectivement le droit d'apporter sa contribution au changement social. Oui. Donc, il faut que des choses soient facilitées également dans ce sens-là. Bien sûr. Alors, Madame Diolo, docteur l'a dit, hein, il y a tous ces droits-là dont il faudrait parler aujourd'hui. Selon vous, peut-être qu'il est temps de passer à l'acte et de mettre les choses sur la table, de réfléchir, mais de passer à l'acte. Oui. Il faut d'abord dire que l'État de Côte d'Ivoire a également pris beaucoup de mesures, voilà, en matière de droit, oui. Voilà, en matière de droit, hein, pour garantir les droits des femmes. Okay. Voilà, que ce soit dans la Constitution, l'élaboration de politiques, oui. Genre, etc. Maintenant, le plus important, c'est de faire le suivi pour effectivement l'application de ces droits-là. Bien sûr. Voilà, par exemple, la Constitution consacre l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui. Ça, c'est un fait. La Constitution consacre le droit à l'emploi, à l'éducation pour la femme et tout. Mais qu'est-ce qu'on en fait sur le terrain? Qu'est-ce qu'on en fait dans les administrations? Qu'est-ce qu'on en fait? Le droit à l'égalité salariale. Qu'est-ce qu'on en fait dans les administrations? C'est ça le nœud du problème. Et moi, personnellement, moi je pense que les personnes qui sont à un certain niveau de décision devraient être sensibles aux gens. Ils devraient être sensibilisés aux gens pour voir l'importance du genre et intégrer le genre dans tous les domaines de la vie. Parce qu'il y a des DG même, quand tu parles du genre, ils vont dire oh, vos histoires de femmes là. Oui. D'où l'importance de cette formation-là pour toutes ces personnalités, pour toutes ces personnes qui sont, qui sont des décideurs aujourd'hui. Oui, absolument. Et pourquoi ne pas intégrer à l'École nationale d'administration une formation en genre pour les futurs dirigeants de notre
de l'administration de notre pays. Vous êtes sur RTI 1 et je pense que le message va passer parce que c'est le canal indiqué pour cela. Alors, on va poursuivre. C'est vrai que vous parlez d'avoir des femmes aussi dans des instances de décision aujourd'hui. Nous sommes dans un pays où nous avons des femmes qui sont des élus, élus locales, présidentes d'institutions. On en a vu avec, bien sûr, la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui en est un exemple. Le nombre n'est toujours pas assez important face à celui des hommes. Oui. Docteur, qu'est-ce qui explique un peu cette disparité-là? Moi, je note effectivement, j'ai chaque fois envie de dire, quand on dit que beaucoup de les femmes ont accédé, c'est vrai, Oui. mais je dis faisons le décompte. On peine à atteindre 30%. Dans beaucoup d'institutions, on peine à atteindre 20%. Pour les postes qui sont électifs, on est dans un contexte où le pouvoir se conjugue encore malheureusement au masculin, où beaucoup de freins sont faits à celles qui décident de s'engager. Parce que sur le terrain, elles font face à beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes sexistes qui font qu'elles sont freinées dans leur élan. Et puis, il y a beaucoup d'autres barrières qui sont matérielles et donc, on a besoin de travailler sur ça. Maintenant, pour les postes nominatifs, je me dis que cela devrait être la chose la plus facile. Ça devrait être la chose la plus facile. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui ont les compétences. On ne peut pas dire que les femmes n'ont pas suffisamment d'expertise. Non, en Côte d'Ivoire, on ne peut plus se permettre de le dire parce que cela existe. Je prends simplement l'annuaire du compendium, si on veut s'en tenir à cet annuaire. Mais le nombre de femmes dans cet annuaire-là qui ont les compétences, elles ne se comptent plus. À plus forte raison, celles qui n'y figurent pas. Donc aujourd'hui, cela n'est pas un problème. Cela veut dire que si on décide de mettre des femmes à des postes de responsabilité, si on veut le faire, on peut le faire. Parce qu'il y a l'endroit, je veux dire, ce qu'il faut, oui, où on peut retirer les ressources humaines. Absolument. Le positionnement des femmes à des sphères, à des hautes sphères de décision ne devrait pas aujourd'hui, en 2024, être en train d'être cité comme un cas d'exception. C'est-à-dire que celles qui y arrivent, elles apparaissent comme des personnes tellement exceptionnelles. Oui, elles ont des qualités, elles ont des compétences. Il y a d'autres aussi, donc il y a de la place. Donc il faut y penser et il faut simplement décider d'avoir la volonté d'aller tout droit à l'essentiel et de positionner ces femmes-là. Alors, vous parlez de positionner toutes ces femmes. Emeraude Diolo, est-ce que quelque part, peut-être, les femmes n'ont pas peur d'affirmer leur présence, d'affirmer cette abnégation, cette volonté-là d'être autonome? Non, je ne le pense pas. Dans la population féminine, je reconnais qu'il y a des femmes qui n'ont pas de grandes ambitions. C'est légitime. Une femme qui veut consacrer sa vie à son foyer, c'est un travail noble. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont des ambitions et qui n'ont pas peur de s'affirmer, qui n'ont pas peur de s'afficher. Voilà. Mais le problème, c'est effectivement ce que Mme Zamblé vient de dire. Oui. Et j'ajouterais que notre société qui est foncièrement patriarcale est aussi un blocage parce qu'on n'arrive pas encore à accepter totalement de voir des femmes dirigées. Mais je voudrais dire qu'il faut que les gens comprennent que quand on demande de positionner les femmes à des postes de décision, ce n'est pas juste pour positionner les femmes parce qu'elles sont femmes. Écoutez, quand le gouvernement met en place son programme, une politique, c'est pour les hommes et pour les femmes. Dans la population, il y a les hommes et il y a les femmes. Si les décideurs ne sont que les hommes, mais qui va parler des problèmes spécifiques, des besoins spécifiques des femmes? Parce que nous n'avons pas les mêmes besoins. Je prends un exemple. Si on doit réaliser de façon pratique une infrastructure routière et que dans l'unité de gestion de projet, les femmes sont secrétaires, balayeuses, il n'y a aucune femme au poste de décision. Mais les hommes et les femmes ont des déplacements différents. Donc, il faut qu'il y ait une femme qui soit à un poste de décision pour dire « Ah, c'est bien que la route passe par là. »
Parce que nous, les femmes, quand on revient du travail, soit on va au marché, on va à l'école de l'enfant. Donc, il ne faut pas que la route soit trop éloignée des structures de base. Donc, mettre les femmes au poste de décision leur permet de donner leur avis aussi pour que les projets et les programmes de gouvernement que nous mettons en place profitent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. En tout cas, merci beaucoup. C'est un véritable plaidoyer auquel nous assistons. Et c'est cela l'approche genre, parce que l'approche genre, c'est une approche de développement. Oui. Voilà, donc il y a toute cette analyse qui est faite des rôles sociaux, des réalités des femmes et des hommes pour pouvoir prendre des décisions et puis mettre en place, par exemple, des infrastructures, comme elle le disait tantôt. Voilà. Alors, rapidement, avant de passer au grand petit-déj, on commence à voir cette senteur-là qui dérange un peu l'interview. Ça, c'est Mme Niamien qui fait ce genre de choses-là. Alors, mesdames, vous êtes dans l'administration, docteur en genre et autonomisation en milieu rural, écrivaine, auteure, juriste. Mesdames, moi j'ai envie de vous demander, c'est une question qui revient toujours, Mme Georgette l'a dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive à allier un peu vie professionnelle et vie de famille, vous, mesdames, rapidement avant de passer à la prochaine étape? Alors, moi, ce que je note, c'est que cette question, c'est toujours aux femmes qu'on la pose. On demande toujours aux femmes qui émergent, aux femmes qui aspirent à monter, on leur demande toujours comment est-ce qu'elles arrivent à concilier. Mais bizarrement, vous avez remarqué qu'on ne pose jamais cette question aux hommes. Peut-être que moi, je réponds avant la fin. Et lorsqu'on pose la question aux femmes, c'est comme si on est en train de dire, à la limite, il y a le syndrome de l'imposteur. Normalement, tu ne devrais pas être là, mais tu es là. Mais qui s'occupe de ce que tu es en train de faire derrière? Donc, on fait peser sur les femmes cette culpabilité qui fait que tu n'es pas en train de suffisamment t'occuper de la sphère domestique. Tu n'es pas en train de suffisamment t'occuper des enfants et de ton foyer. Parce que là où tu es, là, en principe, là, ce n'était pas ta place. En réalité, nous concilions vie professionnelle et vie familiale de la même façon que les hommes concilient la vie professionnelle et la vie conjugale. C'est une façon d'organisation de personnes humaines, c'est une question d'organisation de responsabilité, de co-responsabilité que nous prenons. Et donc, la vie continue. La vie est belle et nous allons continuer à assumer nos responsabilités dans l'espace public. Et à aucun moment, la culpabilité ne va stagner dans nos vies parce qu'on nous aura reproché d'être trop visible dans l'espace public. Cette question était posée à dessein, hein, parce que on l'avait dit, Orotel, elle voulait forcément ajouter cela, hein, elle voulait signifier cela, je vais le dire ainsi. En tout cas, merci pour, je dirais, ce rectificatif, comme pour dire que les femmes sont présentes aussi bien que les hommes, que les femmes partout. Hein? Vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Oui, je voulais rebondir quand même pour dire que quand un homme a des ambitions professionnelles et qu'il a des réunions qui l'obligent à rentrer à 22 h, la femme le soutient. Alors l'égalité de droit, c'est que quand une femme aussi a des ambitions professionnelles et qu'elle doit rentrer à 22 h, ah ben, l'homme, il doit s'approprier la masculinité positive et s'occuper des enfants le temps, ce seul jour-là seulement où est la réunion à 22 h. Ça ne devait pas être un problème.